Madame, Monsieur, bonsoir. Au centre des réflexions de la COP15, qui est la plus grande manifestation organisée par les Nations Unies dans le domaine de la gestion durable des zones arides et la protection de l'environnement, la sécheresse et la restauration des terres. En réponse à ce défi, la Côte d'Ivoire a élaboré un important programme dont la vocation est d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de la restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés. Au rythme actuel, la superficie forestière pourrait disparaître si rien n'est fait à l'horizon 2050. La reconstruction du couvert forestier, on en parle ce soir, et ça fait l'actualité. La COP15 qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire rappelle le thème suivant, la désertification et la sécheresse. Une situation qui impacte notre environnement et surtout nos terres. Elle pousse même les humains à la migration. Restaurer les terres, c'est la seule alternative. Nous avons un élément de reportage et c'est signé Ahmed Traoré et Lionel Yomoli. La sécheresse est l'un des principaux facteurs d'insécurité alimentaire dans le monde. Elle affecte la production agricole ainsi que l'accès à la nourriture et à l'eau. Elle peut contraindre les populations à abandonner leurs terres. Un phénomène dont souffre l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Au cours d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement marquant l'ouverture officielle de la 15e Convention des parties, COP sur la désertification et la sécheresse, le président Alassane Ouattara a rappelé que la superficie forestière représentant 16 millions d'hectares il y a des décennies est passée à 2,9 millions d'hectares en 2021 en Côte d'Ivoire. Ainsi, la désertification et la sécheresse touchent 60% du territoire national et 90% de sa partie nord touchant profondément les secteurs de l'agriculture, socle de l'économie nationale. Pour faire face à cette situation, la 15e convention de la COP qui se tient à Abidjan se concentrera sur la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Pérennisera l'utilisation des terres contre les impacts du changement climatique, luttera contre l'escalade des sécheresses, des tempêtes de sable et de poussière, des incendies de forêt et d'autres risques de catastrophes. La sécheresse affaiblit l'économie et détruit les sociétés. Elle n'est pas seulement un déficit plus géométrique, elle affecte aussi les personnes vulnérables, y compris les éleveurs, des petits producteurs, des femmes et des enfants. De ce fait, pratiquer une bonne gestion des terres limiterait les effets de la sécheresse en permettant de recentrer les actions sur la gestion proactive de la sécheresse. Elle améliorera également la résilience des populations et des écosystèmes face au manque d'eau. C'est aussi pourquoi la COP15 se penchera sur les questions de la sécheresse. Ce rendez-vous abordera 5 domaines indépendants, entre autres les politiques de sécheresse, le partage des connaissances et l'apprentissage, les partenariats, la coordination et le financement de la sécheresse. Madame Zouzou épouse Maï Elvire Joël. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes directeur général des forêts et de la faune. Oui. Et vous êtes également, madame, le conservateur général. Oui, conservateur général des eaux et forêts. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, conservateur général des eaux et forêts? Les forestiers sont des conservateurs parce qu'ils préservent les forêts, ils protègent les forêts. Et dans le grade paramilitaire que nous avons, puisque nous sommes des paramilitaires, lorsque nous atteignons le grade de général, l'équivalent de l'armée de terre, nous devenons donc nous sommes appelés conservateurs généraux. Et il y a différents niveaux. Le conservateur général est un général de brigade, donc un général qui a 2 étoiles. Nous avons également le conservateur de Sylve, qui est l'équivalent du général de division, qui lui a 3 étoiles. Et puis le conservateur au-dessus, qui a 4 étoiles, lui. Donc, pour le moment, Dieu merci, je suis conservateur général 2 étoiles. Très bien. En tout cas, on est honoré de vous recevoir sur notre plateau. Merci aussi de nous permettre de venir parler de la COP15. Très bien. Alors, quel est votre sentiment concernant l'élément que l'on vient de voir? Il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme. Oui, plus que temps en fait. Il y a, depuis 1992, en réalité, le monde tire la sonnette d'alarme sur la gestion durable de nos ressources naturelles. Et c'est pour ça que des conventions comme la Convention sur la lutte contre la désertification a été adoptée par l'ensemble des pays du monde. Aujourd'hui, nous sommes à 197 nations, y compris la Côte d'Ivoire. Et
lorsque nous organisons des conventions, des conférences des parties comme la COP 15 qui se tient en Côte d'Ivoire ici, il s'agit en fait de toujours faire le point de l'avancement de nos actions pour la restauration des terres de façon spécifique par rapport à cette convention, mais surtout de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer cette action, pour la rendre plus visible. Parce que l'urgence aujourd'hui, il est question dans l'industrialisation du monde, dans la modernisation du monde, avec en parallèle disons, la démographie galopante, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment toujours de disponibilité de ressources pour la vie et la qualité de la vie sur Terre, et pour le développement économique également. Alors, tous ces points, on va les aborder en détail. Alors, 197 pays, est-ce à dire que ces 197 pays, au sortir de cette convention, vont s'engager et chacun va adapter le programme retenu dans son pays? Oui, pendant les échanges que nous avons, il y a des plateformes d'échange sur des thématiques bien spécifiques, en fonction donc des thématiques qui auront été déjà préparées, puisqu'il y a des préparations avant d'arriver à une COP. Les conférences peuvent se tenir en fonction des conventions, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, cela dépend donc des COP. Pour la COP de cette année, les thématiques qui ont été identifiées, il y a des discussions, des délégations de chaque pays sur d'abord l'état des lieux de l'avancement depuis la dernière COP. Qu'est-ce que chacun a fait au vu des résolutions qui avaient été adoptées à la COP 14. Et une fois que ces actions sont identifiées, nous pouvons aller de l'avant en proposant les perspectives pour toujours continuer dans cette logique. Et le message fort, c'est que la COP 15 se met en lien avec les accords de Paris, qui veulent que nous puissions lutter à ce que la planète Terre n'ait pas une augmentation de la température de la planète de plus de 2 degrés. Parce que scientifiquement, il a été prouvé que s'il y a cette augmentation dans un laps de temps aussi court, en réalité, les conditions de vie sur la Terre ne seront plus acceptables. La Terre ne sera plus viable pour nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui et donc même pas viable pour nos générations futures. Donc en lien donc, avec les accords de Paris, la COP 15 doit mener des actions qui vont permettre à chaque pays, une fois que chacun de nous, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, mais quand chacun retournera dans son pays, que nous puissions justement mener toutes les actions de restauration des sols et de reconstitution du couvert forestier qui vont permettre que les terres puissent retrouver leur mission première, celle de pouvoir permettre une agriculture toujours en continu, de pouvoir permettre donc, le développement des écosystèmes forestiers, de pouvoir permettre aussi donc, que l'économie, l'industrie puissent se faire dans de bonnes conditions. Alors, c'est ce que vous venez de nous expliquer justifie le fait que ce soit un point focal de cette COP-là. La sécheresse et la restauration des terres. Et là, vous nous donniez un indice important, 2 degrés. Ça veut dire que bientôt, on ne pourra même plus vivre sur la planète. Bientôt, ça veut dire quoi? À l'orée... À l'orée, l'action que nous voulons mener, c'est de faire en sorte qu'avant 2050, la température n'augmente pas et ne dépasse pas 2 degrés. Il y a des signaux forts il y a des alertes qui nous ont été données avec les COP précédentes, avec également les accords de Paris. C'est que nous étions trop proches de ces 2 degrés. Nous étions à plus de 1,5 degré. 1,5 degré d'augmentation de température. À l'échelle de l'homme, ça donne l'impression que ce n'est pas important. Mais à l'échelle de la planète, en réalité, il y a des phénomènes qui vont se mettre en œuvre, qui vont empêcher la continuité, la facilité de la vie. Imaginez que vous ayez régulièrement, au lieu d'avoir de temps en temps 23 degrés de température, ou peut-être 25 degrés ou 30 degrés, mais que vous ayez en permanence 40 degrés ou 42 degrés partout sur la planète. Vous imaginez la fonte des glaces, vous imaginez la chaleur dans laquelle nous allons vivre. En réalité, les conditions de vie vont devenir pénibles. Mais il s'agit pour tous les pays du monde de mener toutes les actions qui vont empêcher cela. Et l'une des premières actions, c'est la restauration des forêts. Alors, en Côte d'Ivoire, on nous parle de 60% de nos terres qui sont dégradées. Qui sont fortement dégradées. Mais ça s'est fait en combien de temps? Pour les dernières évaluations, parce qu'il s'agit bien de ça, de 2010 à 2011, malheureusement, nous nous sommes rendus compte que nous avons perdu 11% de terres dégradées. Là, je parle des terres dégradées, avec, comme vous l'avez dit, la 60% de la superficie en terre dégradée, qui malheureusement, de la superficie en terre, pardon, qui est dégradée. Nous avons de grandes zones, malheureusement, qui ont perdu leur capacité de pouvoir, d'avoir
une richesse suffisante pour qu'il y ait de l'agriculture, pour qu'il y ait la disponibilité de l'eau, pour qu'il y ait la couverture, pour qu'il y ait, disons, des activités économiques qui soient menées. Et malheureusement, ces 60% de terres dégradées, si nous n'y prenons garde, nous aurons malheureusement une menace jusqu'en 2030 que cette superficie soit encore supérieure. Mais il faut dire que le ministère des Eaux et Forêts, dans son action, a proposé qu'il y ait une restauration de la couverture forestière qui va ralentir et même empêcher jusqu'en 2030 que cette dégradation des terres se poursuive. Alors, on parle de sécheresse. Oui. On semble tous savoir ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire la sécheresse? C'est extrêmement complexe de définir la sécheresse, mais simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que la sécheresse, c'est qu'il y a une absence de précipitation, absence de pluie en fait, pendant une période extrêmement prolongée, de sorte que la terre s'assèche. Donc, vous avez vu dans l'élément qui a été présenté, voilà, on vous a présenté un sol tout à fait poudreux, donc qui ne retient pas d'eau, qui a perdu l'eau, qui a perdu les nutriments essentiels qui peuvent permettre donc de réaliser de l'agriculture. Et s'il n'y a pas d'eau également, d'avoir accès à de l'eau, à l'eau pour la boisson, pour toutes nos activités. Et donc, même si dans le climat habituel de la Terre, il y a des périodes sans pluie, mais avec la couverture forestière qui est en bon état, en réalité, ces périodes sans pluie ne sont pas longues ou ne devraient pas être longues. Mais lorsqu'il y a la sécheresse, en réalité, il faut comprendre que les périodes sans pluie deviennent de plus en plus longues et les périodes avec pluie sont courtes et la quantité d'eau qui tombe, même quand elle est importante, elle n'arrive pas à pénétrer dans le sol qui est trop sec. Et le lessivage est tel qu'en réalité, nous ne pouvons plus utiliser cette terre. Donc il y a une dégradation, comme je l'ai dit au départ, de la possibilité d'utilisation de cette terre pour mener des activités humaines. Et cela, finalement, crée des conditions de vie socio-économiques impossibles à réaliser. Alors, la sécheresse est souvent engendrée par la déforestation? Oui, malheureusement. La majorité? Des causes. C'est aggravé. Voilà, la sécheresse et la dégradation des sols sont fortement aggravées par la déforestation. Lorsque nous perdons le couvert forestier, malheureusement, le régime hydrique est désorganisé. Et de plus en plus, les sols seront secs, le climat même sera sec et cette dégradation des sols va s'accélérer. Donc, il est mieux de préserver une bonne couverture forestière pour pouvoir maîtriser le régime hydrique et pour empêcher qu'il y ait des périodes de sécheresse qui finalement vont donc rendre la vie beaucoup plus difficile. Et c'est l'humain qui déforeste? Oui, malheureusement, parce que ce sont les activités des hommes qui réduisent la couverture forestière. L'homme veut s'urbaniser, l'homme veut produire des activités agricoles, l'homme veut construire des maisons. Et malheureusement, lorsque cela est fait sans en arrière-plan la conscience de réaliser un plan de gestion durable, eh bien, au final, nous allons faire partie toute notre couverture forestière et nous allons nous retrouver dans cette problématique qu'en face de nous, nous avons un désir de développement, mais nous n'avons plus les moyens de faire ce développement. Parce qu'il n'y aura plus d'eau, il ne sera plus possible aussi de mener aucune activité, ni industrielle, ni agricole. Et donc, la vie aussi va devenir difficile. Donc, il faut pouvoir faire un juste équilibre, c'est pour ça qu'on parle de gestion durable, entre le désir de développement que nous avons et la présence des ressources naturelles comme la forêt, comme la faune et l'eau, qui en réalité nous permettent de pouvoir avoir accès à des moyens d'existence et à des moyens de production qui sont de bonne qualité et qui permettent même d'avoir une vie saine. Sachez bien, la forêt, par exemple, nous permet d'obtenir l'oxygénation nécessaire, l'oxygène nécessaire à ce que nous puissions avoir la capacité de respirer. Mais s'il n'y a plus de forêt, si la forêt ne peut plus jouer son rôle parce que nous l'avons détruite, vous imaginez donc qu'on va devoir, excusez-moi je le dis comme ça en image, peut-être chercher à acheter de l'oxygène pour que chacun puisse respirer librement. On ne se rend pas compte, mais c'est aussi important que cela. D'accord. Alors, c'est tout à fait légitime le fait de vouloir l'urbanisation, le développement, les différentes cultures, mais à travers le monde, c'est le schéma qui se passe partout ou bien il y a des pays qui sont des exemples que l'on devrait suivre? Le schéma est globalement le même. Mais en même temps, il y a une prise de conscience du monde. Et il y a des pays, comme vous l'avez dit, je vais dire qu'ils sont des champions. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'importance de pouvoir maintenir une couverture forestière importante. Je ne sais pas si je peux donner des exemples. Je vous en prie. Nous avons par exemple le Costa Rica,
comme j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une mission dans ce pays, j'ai pu me rendre compte que l'information et la sensibilisation des populations dans ce pays et le choix du gouvernement de ce pays de préserver les forêts a conduit aujourd'hui le Costa Rica à avoir 52% de forêts. Et je peux vous assurer que les actions qui ont été menées par le Costa Rica n'étaient pas forcément de planter des arbres, mais de préserver déjà ce qui existe. D'accord. De préserver déjà ce qui existe. Et je pense que c'est un exemple que nous pouvons suivre. Il y a aussi la Corée qui, elle, a lancé un message, la Corée du Sud, je vous l'ai dit, qui a lancé un message à sa population pour que chaque habitant se donne le devoir de planter un arbre. On va y revenir dans les solutions. Alors là maintenant, qu'est-ce qui est possible? Parce que là, on a fait un état des lieux, le constat est amer, on en a conscience, c'est déjà la première étape. Mais là, quelles sont les solutions envisagées si je vous parle, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a peut-être le financement qui peut rentrer en ligne de compte, il faut peut-être revoir un peu les agricultures qui sont le plus sollicitées. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de solutions. Je peux ne pas les connaître toutes, mais pour celles que déjà le ministère des Eaux et Forêts se met en œuvre de faire, c'est de pouvoir sensibiliser la population, toute la population, à tous les niveaux possibles, à respecter et à préserver nos forêts qui existent déjà et à rentrer dans une action, de reboisement et d'agroforesterie, c'est-à-dire d'association d'agriculture avec des arbres forestiers, de sorte que nous puissions reconstituer le couvert forestier. Alors quand vous me dites, Mariam Touré, il faut respecter la forêt, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, c'est de comprendre que c'est une ressource naturelle, c'est vrai. Vous avez l'impression dans votre environnement immédiat, cet arbre pousse sur ma parcelle, donc il m'appartient. Et cela est vrai, il vous appartient. Mais cet arbre, au-delà de vous, il appartient à toute l'humanité. Parce qu'il joue un rôle, chaque jour, d'abord, d'être dans votre domaine, dans votre environnement proche, vous ne vous en rendez pas compte, mais il séquestre le gaz carbonique qui est produit par vos activités, même par vous, lorsque vous respirez, et puis il vous apporte de l'oxygène. Parce qu'il est dans votre environnement, il apporte un microclimat qui rafraîchit l'atmosphère autour de vous. Donc vous vous sentez bien, il ne fait pas trop chaud, il fait frais. Il vous permet, je donne ça en image, mais ce n'est pas pour un arbre, c'est pour un ensemble d'arbres, mais il permet que vous ayez de la pluie en temps voulu, et pratiquement toute l'année, de sorte que le sol sur lequel cette forêt pousse, qui est votre parcelle, soit toujours alimenté par de l'eau. Donc vous allez avoir de l'eau pour boire, vous allez avoir de l'eau pour vos autres activités. D'accord. Donc alors, respectez déjà ce principe. Déjà respecter ça. Ça. Très bien, c'est clair. Comprendre que lorsqu'on veut exploiter cette ressource, parce qu'il est possible de l'exploiter, il y a des règles. Le ministère des Eaux et Forêts, à travers le Code forestier, fixe les règles pour l'exploitation de cette ressource. Une exploitation durable qui va permettre que tout en ayant un rôle économique, parce que cet arbre-là peut vous rapporter un revenu direct financier ou un autre type de revenu qui sera le paiement pour service environnemental qui va vous rendre. Mais il y a des règles pour exploiter cette forêt. D'accord. Et il faut les respecter. Alors vous nous parlez de sensibilisation, ça c'est le premier cheval de bataille, une vaste campagne de sensibilisation. Oui. D'accord. Très bien. Maintenant, vous avez des services forestiers et vous allez les développer ou nous expliquer qu'ils existent et les différentes missions? Non, les services forestiers existent déjà. Écoutez, vous avez sur l'ensemble un maillage tel que vous avez 24 directions régionales qui sont réparties avec 29 directions départementales, 118 cantonnements forestiers et 190 postes forestiers. Vous imaginez donc qu'il y a un maillage parfait sur l'ensemble du territoire. Le précaré ivoirien a une représentation des services forestiers, même à des endroits où il n'y a pas d'autres services de l'administration, mais les services forestiers sont là au plus proche des populations. Et ces services sensibilisent les populations avec l'appui, bien entendu, des autorités préfectorales et des autres services. Nous menons une action de sensibilisation sur l'importance de respecter le code forestier et sur le suivi de sa mise en œuvre. Très bien. Est-ce qu'il y a une assistance financière par rapport à l'octroi de prêts pour favoriser certaines cultures? Est-ce qu'il y a une formation également de prévue? Nous avons déjà commencé avec l'aide de nos partenaires, parce qu'il faut le dire, le ministère des Eaux et Forêts ne travaille pas seul, travaille avec l'appui de certains partenaires, à former par exemple dans les régions des pépiniéristes privés. Parce que l'arbre qui se cultive, on apprend à le cultiver. Il y a des normes, des règles pour son suivi, parce que vous le voyez là dans la forêt, c'est vrai qu'il peut avoir poussé au départ naturellement, mais nous avons appris à planter des arbres parce qu'il fallait bien faire en sorte que nous puissions savoir comment planter des arbres. Donc, au-delà même des agents qui sont formés, nous en avons à peu près 5000
sur le territoire. Il faut former, parce que les 5000 agents qui sont formés ne peuvent pas être ceux-là seulement qui vont mener l'action de reboisement. Donc nous avons commencé à former les pépiniéristes et nous avons aussi la société civile qui interagit avec nous pour mener une action, pour sensibiliser les populations, parce qu'il faut former, il faut créer aussi des forêts communautaires, il faut mener d'autres types d'actions. Donc nous avons prévu, au-delà de la sensibilisation des populations, de les accompagner dans un tel processus de renforcement des capacités. Il y a un certain nombre de projets qui existent déjà et qui sont financés et qui ont prévu donc de mener ces actions qui vont permettre de reconstituer les terres, les berges, les cours d'eau, les zones dégradées et même encourager les populations à planter des arbres à l'intérieur de leurs parcelles ou à délimiter leurs parcelles forestières avec des arbres forestiers. Et vous allez les encourager, vous allez les motiver en quoi faisant? D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'il y a l'intérêt écologique et je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec toutes les actions qui ont déjà été menées, tout le monde comprend le risque pour la planète qu'il n'y ait plus de forêt. C'est un risque sur notre vie. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'intérêt économique qui n'est pas de moindre quand même, qu'il faut pouvoir démontrer de plus en plus aux populations. Et donc nous avons des zones où des projets sont mis en œuvre, le projet d'investissement forestier de la Banque mondiale. Nous avons aussi des organisations de la société civile qui mènent un certain nombre de projets dans lesquels ils ont pu faire la démonstration aux populations qu'il y a un intérêt. Vous connaissez le akbi? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Mais c'est un arbre forestier. C'est un arbre forestier qui donne le akbi. Écoutez, la moyenne de prix du kilogramme du akbi varie en fonction de la période de 3 000 francs le kilo à 8 000 francs le kilo. Si vous plantez du akbi dans votre parcelle, écoutez, au bout de quelques années, vous allez pouvoir vendre ce akbi et tirer donc un bénéfice. Donc en même temps, vous aurez préservé un arbre sur votre parcelle et vous aurez eu un gain. Alors, on a bien compris que les pistes de solutions sont à l'étude et elles vont forcément faire partie des résolutions de cette COP 15. Mais quelles sont les prévisions par rapport à l'exécution? C'est-à-dire si tout ce dont on a parlé, si tous les chantiers dont on parle sont vraiment mis à exécution, et nous souhaitons que ce soit le cas, qu'est-ce qu'on peut espérer? Dans combien de temps? Qu'est-ce qui est réaliste comme schéma? D'abord, cette COP 15 va mettre en œuvre à la fin de cette COP 15 un programme qu'on appelle le programme le Legacy, le programme Héritage d'Abidjan. Dans ce programme, nous donnons pour jusqu'en 2025 au niveau mondial, donc la Côte d'Ivoire en fait partie, de pouvoir mener des actions pour restaurer les sols. L'une des premières actions, c'est de pouvoir apprendre des méthodes de production et de consommation durable. Même si nous avons besoin de faire des plantations, même si nous avons besoin de mener un certain nombre d'actions, il faut que nous le fassions en respectant un certain nombre de règles. Donc il y a cette communication, cette sensibilisation, ces actions-là qui seront menées durant ces 5 années qui arrivent. La deuxième action, c'est de pouvoir développer les chaînes de valeur forestières. En fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut pouvoir démontrer l'intérêt d'avoir certains types d'arbres forestiers avec vous dans votre environnement. Donc nous allons pouvoir le faire aussi durant ces 5 années. Et la troisième action, et elle n'est pas des moindres, c'est que pendant que nous allons mettre en œuvre ce programme, nous allons créer des emplois. Pendant ces 5 années, écoutez, nous imaginons pour la Côte d'Ivoire en tout cas créer au moins 1 million d'emplois. Ce n'est pas rien. Et ces emplois vont prioriser bien entendu les jeunes et les femmes parce qu'ils vont être formés à pouvoir mener certains types d'actions qui vont leur permettre d'avoir un revenu. Donc je pense qu'après cette COP 15, ça c'est l'action au niveau national, mais c'est la même action qui sera menée partout dans le monde entier. Je pense que c'est un programme pour lequel nous allons tourner certainement autour d'un peu plus de 855 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre jusqu'en 2027. Très bien. Alors, vous avez l'opportunité de vous adresser aux citoyens lambda. Avec le gouvernement, on a une idée des chantiers entrepris, on a une idée de la cible, donc les cultivateurs. Mais là, le citoyen lambda, quel message vous pourriez lui adresser pour qu'il se sente concerné par la reforestation? D'abord, il y a une conscience nationale à développer. Si un pays comme le Costa Rica est parvenu à sensibiliser sa population, si la Corée a pu faire prendre conscience aux citoyens de l'urgence de replanter des arbres, je pense que les Ivoiriens sont encore mieux placés pour comprendre l'urgence de reconstituer, de restaurer notre couvert forestier. Vous imaginez un pays qui a de son histoire que
nous avons atteint le niveau que nous avons atteint parce que nous avons eu une agriculture performante pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, les signaux sont clairs. Même ceux qui ont des parcelles qui ont des parcelles agricoles se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir les mêmes gains. Ils sont obligés d'utiliser certains artifices. Je ne vais pas les décrire en détail, mais ils sont obligés d'utiliser certains artifices pour garder le revenu. Alors que nous avons intérêt tous à reconstituer notre couvert forestier parce que naturellement, nos terres seront enrichies. Naturellement, elles vont retrouver leur capacité productive du départ de 1900 ou de 1960, 1970. Et la Côte d'Ivoire a cette capacité. Nous avons 28 millions d'habitants. Si chaque habitant se donne pour mission et devrait se donner pour mission, à la suite d'un message comme celui que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné au sommet des chefs d'État à l'occasion de cette COP15, il faut que chacun de nous puisse se donner l'obligation de voir comment il va planter un arbre, 2 arbres, 3 arbres chaque année et les entretenir pour qu'ils deviennent des grands arbres forestiers qui vont améliorer nos conditions de vie, qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver les 6 millions d'hectares de forêt qu'elle avait. Parce que c'est ce que nous souhaitons. Un exemple concret, on va conclure avec. Je suis sensible à votre message. J'aimerais m'impliquer, j'aimerais planter un arbre. Je vais où pour le faire? Je l'entretiens comment? Les premiers services vers lesquels vous allez sont les services forestiers. Donc nous avons, dans le cadre de la politique de réhabilitation, de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, nous avons un grand programme de production d'arbres forestiers. Et je viens vers vous. Voilà, il faut venir vers les services. Comment mon arbre? Vous allez être accompagné par les agents qui vont vous encadrer pour vous dire comment vous devez encadrer, comment vous devez entretenir ces différents arbres. Donc la technicité sera vulgarisée. Je vous ai dit qu'il y a déjà des projets. Je paye ou c'est l'État qui paye? Ce sont des questions réelles. Ce sont des questions réelles. En fait, l'image d'un État qui va payer pour 300 millions d'arbres qu'on produit chaque année, je ne sais pas. Donc c'est une implication personnelle. Il faut une implication personnelle, il faut un engagement personnel. Et puis, sachez-le, ce n'est pas tout qui est payant. On va vous apprendre aussi à créer des forêts de par l'existence dans votre environnement de plantules de façon naturelle. On va juste vous montrer comment utiliser ces plantules et pouvoir créer donc des forêts. Je vous remercie. Nous sommes au terme de notre magazine, déjà. Alors, Madame Zouzou, épouse Maï Elvire Joël, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes directeur général des forêts et de la faune et vous êtes Madame le conservateur général. Oui. Nous sommes au terme. Madame, Monsieur, merci d'avoir été là. Et puis, n'oubliez pas, un habitant, un arbre, 2 arbres ou 3 arbres et c'est totalement possible. Bonsoir.